Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconnect. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Mélissa et que, voilà, par un hasard de circonstances, une coïncidence, alors on sait très bien que rien n'arrive par hasard dans la vie, j'ai découvert Mélissa sur Instagram, je l'ai contactée pour qu'on fasse un épisode de podcast ensemble et en fait il s'avère qu'elle m'avait consultée il y a quelques années pour un burn-out. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Merci Mélissa d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Séverine. Je suis hyper heureuse de participer à ton podcast et de témoigner aujourd'hui. Donc, ouais, vraiment, merci à toi de m'avoir contactée. Est-ce que tu peux partager un petit peu ton parcours, ce que tu faisais à l'époque où on s'est rencontrés, ce que tu fais aujourd'hui, comment tout ça s'est passé? Ouais, alors vaste question. Alors, j'étais orthophoniste. C'était la profession que j'exerçais au moment de mon burn-out. J'ai été diplômée en 2020 et j'ai été diagnostiquée avec un burn-out en mars 2022. Donc finalement, assez peu de temps après. Le burn-out a été très long, très, très difficile. Il y a eu une dépression qui est arrivée en même temps. Et entre-temps, une longue convalescence dont je sors maintenant. Disons que voilà, si on compte à peu près, parce que je sais que c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est en burn-out, c'est le temps. Dans combien de temps j'irai mieux? Dans combien de temps je serai de nouveau moi-même? J'ai envie de dire que je serai plus jamais la personne que j'ai été avant mon burn-out, et ça, c'est la meilleure des nouvelles qui soit. Mais aujourd'hui, je m'en suis sortie et j'ai mis 3 ans à m'en sortir vraiment. Donc, c'est long. Et à la fois, bon, à l'échelle d'une vie, c'est peut-être pas si énorme. Et aujourd'hui, bah, j'ai justement voulu profiter de cette expérience de burn-out, de cette expérience de vie, de tout ce que j'ai appris pendant cette convalescence, d'en profiter pour mettre aussi en avant bah, toutes les connaissances que j'ai acquises en étant orthophoniste et les choses qui me plaisaient quand j'étais orthophoniste, pour maintenant créer mon entreprise. Une entreprise qui me permet d'être adaptée à mon fonctionnement, à ma façon de faire, qui est vraiment connectée à mes valeurs, qui me permet d'avoir une liberté dans le sens dans lequel moi je l'entends et surtout qui me permet d'aider les femmes parce que moi, mon grand amour dans la vie, ce sont les femmes. J'adore les femmes. J'adore travailler avec elles et ma mission aujourd'hui, je dirais, c'est de vraiment permettre aux femmes qui me rejoignent de d'oser, de choisir qui elles ont vraiment envie d'être et d'être toutes les parties d'elles-mêmes et de les assumer à fond, quoi. Alors j'aime beaucoup ce que tu partages. Moi aussi, j'adore les femmes parce qu'on est exceptionnelles. C'est clair. On se relève malgré les tourments, malgré voilà, les souffrances qu'on peut traverser. On a cette capacité de résilience Mm. ouais, que j'aime beaucoup mettre en avant. Est-ce que comment est-ce que tu t'es sentie lorsqu'on t'a posé le diagnostic de burn-out? Est-ce que tu te souviens un petit peu de Oui, comment- je m'en souviens comme si c'était hier. Alors peut-être pas sur l'aspect du corps, de comment j'étais dans ma tête, etc. Parce que on a tendance à vite oublier l'état dans lequel on était aussi. Disons que j'avais déjà entendu parler du burn-out quand j'étais orthophoniste, puisque je m'étais spécialisée dans tout ce qui était troubles neuro, donc tout ce qui était problème des fonctions exécutives, planification, mémoire, attention, etc. C'était quelque chose que je connaissais bien, donc j'avais entendu parler du burn-out, mais pour moi, ça ne pourrait jamais me concerner. Voilà, il y avait vraiment ce truc-là de, bah non, parce que j'exerce en libéral, en fait. Et dans le mot libéral, il y a libre. Et aux yeux des gens, quand on est en libéral, bah voilà, on n'a pas trop de quoi se plaindre. Donc, il y avait ce truc-là de, non, en fait, ça peut pas m'arriver. Je me suis fait opérer des yeux en 2022, en mars, parce que j'avais une myopie, donc j'ai voulu dire au revoir à mes lunettes. Donc, je me suis fait opérer. C'était une opération qui nécessitait d'être 3 jours dans le noir. Et j'avais beau avoir très mal, ça a été les 3 jours les plus chouettes de ma vie à ce moment-là. Et c'était assez triste de me rendre compte de ça. Je me souviens, mon copain m'a dit, purée, toi qui es assez douillette et tout, je vois bien que tu souffres, mais tu te plains pas, on t'entend pas, tu dis rien. Et ouais, j'ai fondu en larmes, sachant que je n'avais pas réussi à pleurer depuis quasiment un an, ce qui pour moi, grande sensible, était juste un truc de fou. Et donc, ouais, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, je suis épuisée. Mais
Il n'y a toujours pas le burn-out qui est apparu dans ma tête. J'en ai discuté avec une amie qui est DRH et qui donc a l'habitude d'avoir des salariés qui sont en burn-out. Elle m'a dit, non mais là ça suffit Mélissa, en fait, t'arrêtes tout de suite. Tu vas voir notre médecin et tu te fais arrêter. Et donc effectivement, je suis allée voir ma généraliste, elle a posé le mot de burn-out. Ça n'a pas été une surprise du coup, puisque j'en avais beaucoup parlé avec ma très proche amie. Mais dans ma tête, c'était OK, j'ai un burn-out, mais ça va passer vite. C'est ça. J'ai quand même très vite senti que il y avait un énorme blocage. Disons qu'il y a eu un avant-après. C'est comme si le fait d'avoir le diagnostic de burn-out m'a permis de lâcher prise et d'autoriser mon corps à avoir cette espèce de cascade de symptômes et de trucs complètement fous qui faisaient que je pouvais quasiment plus bouger, quasiment plus me lever. Je n'ai même pas eu, j'allais dire le courage, mais c'est même pas ça en fait. Je n'avais plus l'énergie suffisante et nécessaire pour contacter moi-même mes patients et leur dire que je ne reviendrai pas. Mhm. Et ça a été ultra, ultra dur à avaler pour moi, parce que du coup, ça m'a renvoyé mon... Ouais, comme si j'étais un échec, j'étais quelqu'un de pas fiable, j'étais pas quelqu'un de confiance, alors que mes patients, je les suivais depuis un petit moment pour la plupart. Et impossible, impossible pour moi. Et c'est vraiment le fait d'avoir eu les termes burn-out qui ont fait qu'il y a eu un avant et un après, quoi. Comme s'il y avait eu un blackout juste après. Ouais, en fait, ce qu'on dit, c'est la décompensation. C'est qu'à C'est un totalement ça. moment, tu t'autorises en fait à lâcher tout ce qui a pu te protéger pour t'aider peut-être à tenir, même si tu voyais que tu n'étais plus comme avant. Exactement. Ouais. Mhm. C'est tout Mhm. à fait ça. Et en même temps, et c'est aussi quelque chose qui est important de dire, c'est que le burn-out, c'est quelque chose qui se construit sur le long cours. Mon médecin généraliste et mon psychiatre m'ont dit tous les deux cette phrase que je trouve très juste et à la fois qui est un peu effrayante, c'est que le nombre d'années de préparation du burn-out, c'est le nombre d'années pour s'en remettre. Et avec du recul, j'ai pris conscience de tous les symptômes que j'avais depuis longtemps et de l'ampleur des dégâts qui étaient là déjà depuis bien longtemps. Ça a commencé déjà pendant, je dirais, ma troisième année d'études, sur 5 ans, plus les 2 années d'exercice. Donc ça faisait au moins 5 ans que le burn-out se préparait et était déjà là, caché derrière. Donc, j'ai pas pu voir de... En fait, j'ai le truc de me dire, je sais même pas si un jour j'ai fonctionné, j'ai envie de dire normalement. En tout cas, avec un système nerveux qui fonctionne de façon optimale, avec un stress qui est à un niveau adéquat, etc. Je ne sais même pas si ça m'est arrivé, en fait. Mhm. Ouais, ce que tu décris en fait, c'est que le burn-out, à un moment, il fait suite à une longue période de stress chronique. Euh, le terme, comme on l'utilise, selon, en fait, le terme, selon la personne qui va l'utiliser, on n'est pas toujours au même stade. Du côté médical, souvent, c'est tout le processus à partir du moment où les mécanismes de stress sont enclenchés jusqu'à l'effondrement. On dit burn-out du côté médical. Puis ben, il y a le diagnostic qui tombe. Après, pour d'autres personnes, le burn-out, c'est ce qui se passe après la période de reconstruction. Et finalement, pour moi, c'est vraiment l'ensemble du processus, Ouais. jusqu'à ce qu'on s'effondre. Et puis après, toute la reconstruction, jusqu'à ce qu'à un moment, on puisse peut-être un jour dire merci à cette période un peu pourri qu'on a traversé, mais qui nous permet en fait de nous réaligner. Moi, je le vois de cette façon-là. Est-ce que tu partages? J'ai l'impression que c'est ça aussi, hein. Mhm. Oui, complètement. Moi, tu vois, la période avant vraiment l'effondrement, parce que je l'appelle l'effondrement, Mhm. c'est le burn-in. Je sais qu'on Mhm. en parle aussi dans la littérature et je trouve que ce terme est assez vrai, c'est-à-dire que ça te brûlait à l'intérieur, mais tellement petit à petit, étage par étage, que je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Et puis, de toute façon, je crois, et j'ai analysé un petit peu tout ça maintenant avec le recul et je m'en veux pas de pas avoir pu voir ça avant parce que, en fait, je n'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce que j'avais trop de pression sur les épaules, que je ne, je pouvais pas m'autoriser à céder pendant que j'étais étudiante. J'avais pas les moyens financiers. J'étais encore, bon, voilà, il y a aussi, il y a pas que le milieu professionnel qui a fait que j'ai fait mon burn-out. J'ai une enfance compliquée, j'ai un cercle familial, c'est très compliqué. Donc il y avait tout ça déjà et je pouvais pas du coup craquer à ce moment-là. Donc je le sais maintenant avec du recul, ce qui me permet de regarder mon parcours avec un peu plus de douceur et d'empathie vis-à-vis de moi-même.
Mais c'est sûr que aujourd'hui, bah oui, forcément, j'ai envie de dire que je remercie le burn-out parce que sans ça, je serais absolument pas la personne que je suis aujourd'hui. Le burn-out m'a permis de me rendre compte qu'il y avait plein de trucs que je construisais contre, qu'il y avait plein de choses que je faisais avec beaucoup d'ego, dans le sens, l'ego, c'est bien, hein, mais c'est juste que, en fait, il était tellement envahissant, il prenait toute la place. Je voulais faire plus, je voulais montrer que, mais moi, en fait, je n'étais pas du tout à l'écoute de moi, ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin. Et le burn-out m'a permis d'arriver à ça. Le burn-out a aussi permis de mettre des diagnostics sur les particularités de mon fonctionnement, comme un TDAH assez sévère. Mhm. Que ça, voilà, avant mon burn-out, je n'aurais pas pu le voir. Il y a eu pas mal de choses comme ça, donc oui, effectivement, je remercie le burn-out. Après, je recommande pas l'expérience, Mhm. On est clairement. d'accord. Si on peut arriver à l'état dans lequel je suis aujourd'hui sans avoir à en passer par là, bah tant mieux. Mais en tout cas, le burn-out n'est pas nécessairement une fin en soi. Et quand on a la chance de s'en sortir, parce que oui, c'est possible, bah l'après, il peut être vraiment chouette. Ouais, Et ça vaut le coup. ouais, on est d'accord, hein. Moi non plus, je souhaite à personne de traverser un burn-out. Ce que je constate en revanche souvent, c'est que pour certaines personnes, il faut en passer par là Hmm. pour vraiment faire ce vrai travail, hein, sur son identité, qui on est, en dehors du travail, ce qu'on veut pour sa vie, notre système de valeurs, parce que parfois on s'est mis dans un moule où Hmm. on s'est construit autour de certaines croyances qui n'ont peut-être plus lieu d'être par la suite. Et c'est, je trouve, ce qu'invite le burn-out. Alors, ça peut être un burn-out, mais ça peut être aussi un autre événement traumatisant. Certaines personnes que je côtoie me parlent de cancer, me parlent d'un deuil. En fait, un événement quelque part traumatisant qui va nous secouer et nous remettre à un moment sur un autre chemin. Moi, je le vois plutôt comme ça, en fait, hein, Oui, le totalement. burn-out. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et clairement, il y a un avant, il y a un après. Je te rejoins aussi, hein, sur la durée du burn-out, hein. Elle est pour moi propre à chacune. Certaines personnes vont avoir besoin de quelques semaines, quelques mois, d'autres, ça va être plusieurs années. C'est un cheminement personnel, hein, finalement, de déconstruction aussi de tout son système de pensée pour reconstruire sa maison, ses fondations et reconstruire sa maison qui a brûlé. En fait, moi, j'utilise beaucoup, hein, cette image. Mm. Oui, c'est complètement ça. Et en fait, je me suis retrouvée avec un truc totalement détruit. Et je dis un truc parce qu'en fait, je sais même pas le nommer. C'est tout ce que j'étais, tout ce que je croyais, tout ce que je pensais. Et il a fallu que je reconstruise derrière. Mais Mm. que je reconstruise, mais pas forcément avec les mêmes cartes en main. Et en partant de moi, mais il y avait un truc qui était fou, c'est que je suis arrivée à mon burn-out, j'ai commencé une thérapie quand physiologiquement ça commençait à aller un peu mieux. Et je me suis dit, mais en fait, je ne sais absolument pas ce que j'aime. Je suis incapable de dire ce que je veux. Je suis incapable de dire ce dont j'ai besoin. Le simple fait d'imaginer un jour retourner travailler, même refaire une activité sportive, quelle qu'elle soit, c'était devenu mais improbable, impossible. Mm. Parce que il y avait ce truc où j'étais totalement en mesure de dire ce que je n'aimais pas, ce que Mm. je ne voulais pas et ne voulais plus. Mais alors, de Mm. savoir, ouais, moi, de qu'est-ce que j'ai envie vraiment, c'était impossible. Mm. Et je suis passée par des extrêmes, hein, et moi, c'est mon fonctionnement où j'ai souvent besoin de passer par des extrêmes comme ça pour arriver un peu plus vers de la nuance. Mais il y a eu un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai vraiment tout envoyé valser et je vais faire mes valises et partir vivre à Bali et élever des lamas là-bas. Et puis en fait, après, non, je suis. Enfin, voilà, j'ai eu besoin de passer par des extrêmes pour arriver à construire petit à petit un truc qui me ressemble. Mais c'est très long. Enfin, c'est vraiment. Ma psy me disait, c'est un travail. Et c'est vrai, elle avait raison. Parce qu'il y a vraiment un truc pendant le burn-out et la convalescence qui a été ultra dur à vivre, c'est que j'ai passé tout mon arrêt de travail, qui donc a duré plusieurs années, à me sentir comme une hors-la-loi. Mm. Et ça, ma psychologue, je ne sais pas combien de fois elle m'a répété, mais tu n'es pas hors la loi. Elle C'est dit, ton tu n'es... droit. Mais Ouais, oui, c'est un ouais. droit, c'est un droit. J'ai cotisé Mm. et c'est un droit, c'est-à-dire que je suis pas là de gaieté de cœur, mais c'est vrai que bah, d'extérieur, ça se voyait pas. Mm. Quelqu'un qui me rencontrait dans la rue à ce moment-là, ou même la famille qui échangeait avec moi,
Enfin, je veux dire, on n'aurait pas forcément imaginé à quel point ça n'allait pas. Mm. Ouais, j'ai eu vachement ce truc de ouais, je suis une hors-la-loi, je devrais pas, je suis pas légitime, je suis une profiteuse. Je suis en arrêt sur le dos de la société. Vraiment, j'ai eu des propos ultra virulents vis-à-vis de moi-même. Mais je me rends compte maintenant, avec le recul de tout ce que j'ai changé, euh, tout ce que j'ai pu réaliser en fait pendant ces années d'arrêt, et je me dis, elles étaient absolument nécessaires. Ouais, effectivement, l'arrêt de travail, c'est pour sortir du cadre du travail, pour arrêter de travailler et se concentrer sur d'autres aspects, effectivement, de notre vie. Et le burn-out n'est pas visible. C'est pour ça que c'est tellement difficile aussi, Complètement. à la fois pour soi, pour l'accepter, mais pour l'entourage aussi, qui ne mesure pas à quel point c'est un effondrement profond, Ouais. psycho-émotionnel et physique, mais pas visible. Mm. Mais à la fois, moi, j'ai eu vraiment ce parcours un petit peu contraire, c'est-à-dire que il y en a pour qui ça va être compliqué de parler de leur burn-out auprès de leur entourage et où ça peut créer un fossé. Moi, au contraire, c'est le burn-out qui m'a permis de réparer des liens dans ma famille. Mm. Parce que le burn-out a fait que toutes les barrières que je m'étais construites, tout ce que j'avais érigé autour de moi pour me protéger et pour montrer que je valais mieux que les autres, ben, en fait, tout ça, c'était plus là. Et donc, ça m'a permis de me montrer de nouveau vulnérable et de pouvoir rentrer en lien de nouveau avec des personnes de mon entourage familial, et notamment ma grande sœur. Et l'annonce du burn-out a été le début de la reconstruction aussi de mes relations. Mm. C'est très beau hein, ce que tu partages, Ouais. effectivement, parce qu'on a tendance, moi, je sais que j'ai beaucoup de clientes hein, qui sont dans une forme de déni ou qui n'osent pas en parler à leur entourage parce que Mhm. justement, il n'y a pas cette acceptation de montrer cette part de vulnérabilité, de sensibilité. Après, voilà, chaque histoire est Bien sûr. différente, hein, Mhm. en effet. Ce que tu as partagé aussi tout à l'heure sur le diagnostic de TDAH, je l'entends très fréquemment aussi en consultation, ça m'est arrivé moi-même, à moi aussi. En fait, avant l'effondrement, on a tiré hein, sur nos mécanismes d'adaptation. Donc on s'est adapté parfois pendant très longtemps sur un fonctionnement atypique pour rentrer dans une case, pour faire comme tout le monde, pour suivre le mouvement. Et le burn-out a fait effondrer tous ces mécanismes d'adaptation. Et c'est là où, bien souvent, il y a un diagnostic qui va être posé par la suite. Alors, une fois qu'on a retrouvé de l'énergie, hein, qu'on a retrouvé un peu une capacité aussi de concentration, d'une plus grande clarté mentale, hein, l'idée, quand je partage ça, pour les auditrices qui nous écoutent, hein, si vous êtes en plein dedans, au début, le diagnostic vient de tomber, c'est pas le moment de faire un bilan neuropsy, c'est bien trop tôt. Moi, du coup, j'ai eu un diagnostic plus tard, hein, même quand je me suis installée déjà en tant que naturopathe. Ça faisait quelques temps, j'avais lu des choses autour de l'hypersensibilité. Quand j'étais en reconstruction, j'avais lu un livre de Hélène Aron, donc une psychanalyste américaine voilà, qui fait un peu référence dans le domaine et dont le titre du livre est Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Mhm. Et j'avais vu la couverture, j'étais à la FNAC, j'avais vu la couverture et c'était des personnes qui étaient sous un parapluie, un groupe de personnes sous un parapluie. Je me dis, ah tiens, je me reconnais beaucoup là-dedans. Genre, j'ai peur des autres, j'ai peur de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, etc. Et en feuilletant le livre, bah, j'ai compris que j'avais sans doute un mode de fonctionnement un peu atypique. Et voilà, c'est quand j'ai commencé à exercer en tant que naturopathe et que finalement je me rendais compte que j'attirais à moi des personnes qui me ressemblaient un petit peu, que j'ai eu envie de creuser de ce côté-là avec un bilan en neuropsy, hein. Mm. Ouais, de toute façon, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du burn-out professionnel. Ouais. Le truc, c'est que moi, plus je travaille aussi avec des personnes qui ont vécu un burn-out et plus j'ai creusé un peu le sujet, plus je me rends compte qu'en fait, un burn-out, c'est pas que professionnel, c'est pas que maternel, c'est pas que, voilà, une chose comme ça, c'est l'effondrement de tout un système. Et en fait, le mot que tu as dit, c'est tout à fait ça, c'est une suradaptation. Que ce soit parce qu'en fait, on a une neuroatypie, ou parce qu'on essaie de rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre, ou parce qu'on est dans un cadre de vie qui n'est pas du tout en phase avec nos valeurs, avec ce qui nous structure. Et, et ça, c'est vraiment important de le comprendre, et c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps de se reconstruire derrière.
C'est parce que, bah oui, ça demande parfois, quand on peut, et quand on a l'envie de le faire, de revoir un petit peu tout ce qu'on pensait être dans notre quotidien. Donc parfois, ça demande de revoir ses relations, de revoir, oui, sa profession, pourquoi pas, de revoir son milieu de vie. Ça peut demander de venir revoir tout un tas de trucs, mais parce que le burn-out a ce truc de, bah en fait, c'est vraiment tout le système qui est touché. Et, et oui, moi, ça s'est matérialisé parce que, ouais, ça a été un effondrement professionnel, mais en fait, il y avait tellement d'autres choses derrière. Mm. Ouais, je dis souvent que c'est un reset. Ouais, Ouais, c'est ouais, un c'est ça. reset. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais en psychanalyse avant de quitter mon entreprise et la psy me demandait de lui raconter mes rêves et je rêvais régulièrement que je voulais partir en vacances et que j'oubliais ma carte d'identité. Hmm. Donc ça Ouais. voulait bien dire ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ou plus qui j'étais. Hmm. Ouais. Aujourd'hui, je dis plus parce que je pense que la personne que j'ai été, c'était pas, c'est une partie moi, mais pas vraiment. Il y avait tellement de mécanismes de défense aussi et de barrières, de construction, de schémas, Ouais. voilà, que j'ai retravaillé, que je continue encore parce que ce processus, hein, je pense ce chemin de la connaissance de soi, on l'emprunte toute sa vie, hein. C'est ça. Mhm. Oui, c'est clair, et ça, c'est un truc que j'ai compris aussi assez récemment, finalement, on n'est jamais arrivé à un Non. moment donné. On n'est jamais arrivé sur la ligne d'arrivée où on se dit, ça y est, j'ai tout à fait sur moi, tout va bien, maintenant, allez, hop là, autoroute du bonheur. Non, en fait, et heureusement, quelque part, parce qu'on s'ennuierait un peu sinon. Mhm. Mais ouais, maintenant, j'ai plus ce regard-là vis-à-vis de la thérapie, de l'apprentissage de son fonctionnement, ouais, de soi, en fait. J'ai compris qu'en fait, ça changeait tout au long de la vie, et ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ce qui me structure aujourd'hui, ce qui me fait du bien aujourd'hui, bah, ce sera pas nécessairement ce qui sera le cas pour moi dans quelques années. Mhm. Et ça aussi, ça fait du bien de le comprendre parce que ça me fait que ça m'offre une liberté. Je parlais de liberté tout à l'heure et c'est ça, la liberté de me dire que ben, en fait, j'ai le droit de changer d'avis, que j'ai le droit de changer de centre d'intérêt, que j'ai le droit de changer de lieu de vie, etc. Et que les choses, elles sont pas immuables et figées, en fait. Mhm. C'est ça le pouvoir de la vie, en fait. On peut tout réinventer sans arrêt Ouais, en étant effectivement en conscience par rapport à soi, ses besoins et ouais. oui, son identité, son système de valeurs. Mhm. Mm. Donc aujourd'hui, tu continues, enfin, tu as envie de rester dans la voie de l'entrepreneuriat, d'être à ton compte, effectivement, pour profiter de cette liberté. Qu'est-ce que tu envisages ou qu'est-ce que tu es en train de construire comme projet professionnel, si tu peux en parler ou si tu veux en parler? Oui, avec grand plaisir. Alors, c'est une très bonne question que tu me poses là parce que c'est encore difficile pour moi d'en parler, dans le sens où avant, c'était simple. On me disait, tu fais quoi dans la vie? Je répondais, je suis orthophoniste. Paf, Mm. voilà. Tout le monde savait ce que ça voulait dire. En plus, les gens étaient, oh, c'est vrai, en plus, t'as réussi un super concours, nanana. Donc, c'était tout de Mm. suite, ah, bravo, hop là. Donc, trop bien. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, c'est beaucoup plus ce qui me ressemble. Disons que je peux pas le définir en un mot parce que à la manière de mon fonctionnement, eh bien, ça s'éparpille et j'adore ça. Mm. Je vois Donc, très bien de quoi tu veux parler. voilà. Donc, on va dire que j'ai plusieurs casquettes. Disons que j'ai mon podcast. Donc, ça, c'est mon premier bébé. C'est la première chose que j'ai commencé à construire en convalescence de mon burn-out. Au début, c'était des épisodes que j'enregistrais toute seule pour parler bah, de mes recherches, de mes apprentissages et de ma convalescence aussi vis-à-vis du burn-out, de tous les questionnements qui avaient émergé. Et puis, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie aussi d'entendre d'autres personnes et surtout de faire entendre la voix d'autres femmes parce que je me suis rendu compte que souvent, quand on va pas bien, on cherche aussi des figures auxquelles s'identifier. Et j'avais envie d'offrir à mes auditrices un large panel de femmes avec des parcours totalement différents, qui traitent de sujets totalement différents, pour que au moins l'une d'entre elles puisse résonner et dire ah ouais ok alors si elle le fait puis si elle dit ça ben peut-être que pour moi aussi c'est possible et peut-être que ah oui moi aussi je ressens ça mais je l'avais pas compris ou je m'étais pas autorisée à vraiment le ressentir. Mm. Donc ça a été vraiment la première chose. Donc des interviews que je publie toutes les semaines et j'adore. Et j'ai vraiment un truc, moi, où je déteste les tabous. Alors c'est un peu le TDAH aussi, c'est-à-dire que j'ai pas trop de filtres. Donc moi, je comprends, j'ai un peu du mal à percevoir que les gens aient des tabous sur certains sujets.
Mais moi, je vais parler de thunes, comme de sexe, comme euh, enfin de tout, en fait. Ah, Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le truc que j'adore à travers ce podcast. C'est la première chose. Je comment partage il aussi s'appelle? Safe Club. Je vais y arriver. Safe Club. Ok, merci. Voilà, Safe Club. Parce que mon objectif, c'était vraiment d'avoir une safe place. On entend beaucoup cette Mhm. terminologie-là, mais vraiment un endroit où on peut se sentir euh, apaisé à la fois dans un contexte intimiste, comme une soirée entre filles, là, où on se fait des petites confidences. Ben, c'est ça. Et le mot club, c'était vraiment le fait d'avoir un rassemblement, quoi, de se retrouver les unes avec les autres. Et du coup, ce Safe Club est aussi sur Instagram, donc je fais de la création de contenu sur ce compte-là, où bah, je partage les interviews, oui, mais aussi bah, mon quotidien, de tout ce que j'apprends aussi sur le système nerveux, de tout ce que j'apprends aussi encore aujourd'hui avec le diagnostic de TDAH, avec le diagnostic d'endométriose plus récemment. Je partage en fait ce que c'est la vie, un peu sans filtre et sans, moi, sans dire regardez comment je fais, faites pareil. Non, c'est plus regardez, moi je m'observe, moi j'analyse un peu de quoi j'ai besoin, bah, regardez comment vous aussi vous pouvez vous observer et analyser ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, et ça, c'est un projet que je suis en train de créer. J'ai sorti là une première version d'un programme que je crée vraiment sur 4 semaines qui permet de venir se challenger, d'apprendre à s'observer et d'apprendre aussi à faire avec son système nerveux, de comprendre pourquoi on a peur, pourquoi on n'a pas confiance en soi, pourquoi on évite certaines situations et à venir inverser tout ça pour vraiment bah ouais, être beaucoup plus dirigé par ce dont on a vraiment envie que par ses peurs. Donc ça, c'est le programme que je suis en train de faire. Et puis j'ai une vision long terme. Je voudrais faire une grande plateforme avec un club, avec les femmes qui se regroupent, les femmes qui peuvent échanger sur ce qu'elles traversent et sur tous les sujets de la vie qui sont autour de la santé mentale, de la santé physique et de la vie plus généralement. Et ça, c'est mon gros bébé. Et voilà, je suis hyper fière et reconnaissante d'avoir eu ce parcours-là parce que si c'était à revivre, je pense pas que je revivrais le burn-out, hein, faut pas non plus exagérer, mais disons que j'apprécie assez ce qu'il m'a fait devenir et ce que j'ai appris grâce à ça. Et je me dis que sans ça, je serais pas en train de créer ce projet qui me fait kiffer à fond. Et voilà, je trouve que la vie est parfois bien faite. Ouais, on est d'accord, hein. C'est une très belle mission et tellement d'ambition. Je trouve que les partages sont authentiques, ce que j'aime beaucoup aussi, hein, pas de filtre, hein. On a le droit de dire les choses telles qu'elles sont, effectivement. Ouais, ouais, je Mm. crois que en fait, c'est à force de vouloir tout le temps se mettre des filtres qu'on en arrive aussi au burn-out. De porter Ouais, des masques. de porter des masques, de vouloir se conformer à des choses, de vouloir rentrer dans un moule, de vouloir avoir une seule passion, un seul centre d'intérêt, de devoir finir absolument ce qu'on commence parce que sinon c'est qu'on n'est pas quelqu'un de fiable et que et non, en fait moi j'ai juste envie de dire aux gens mais faites ce que bon vous semble, faites comme vous avez envie, il n'y a pas une bonne façon d'être, il n'y a pas une bonne façon de fonctionner. C'est bien pour ça qu'on est des milliards d'êtres humains sur la Terre, c'est parce qu'on a toutes nos différences et en fait c'est ça qui est enrichissant. C'est ça qui nous pousse les unes et les autres à, ouais, à faire. J'allais dire une phrase hyper con, mais c'est à faire un monde meilleur. Mais en même Mm. temps, j'y crois à fond à ça. Ouais, Parce que si individuellement, on s'autorise à être pleinement nous-mêmes, et si individuellement, on va bien, bah, je crois qu'on peut construire une société dans laquelle on peut tous ensemble se sentir bien. on est Et d'accord. ça, c'est vraiment une mission profonde, hein. Et moi, je crois foncièrement en l'être humain et en la beauté des choses. Et, et ouais, et je trouve que ça part aussi des femmes, et c'est pour ça que j'en fais ma mission. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi aussi, hein, ça part des femmes parce que je trouve. La semaine dernière, je suis intervenue dans un autre podcast et on me posait la question de comment est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la société pour qu'il y ait moins de burn-out. Mm, Et je disais, en super fait, déjà, sujet. la société, elle est construite sur un modèle plutôt masculin. Et il n'y a vraiment aucun souci avec ça, mais d'avoir déjà pris conscience de ça, que c'est dans l'équilibre masculin-féminin, dans le yin, dans le yang, Oui, dans c'est la ça, douceur et dans la force qu'on peut créer aussi un monde meilleur, hein. C'est déjà un premier pas en avant. Aujourd'hui, je totalement. pense qu'il y a beaucoup de burn-out en entreprise et beaucoup plus de femmes aussi, hein, parce qu'on est 3 fois plus nombreuses à passer par la case burn-out, hein.
euh, c'est bien parce que souvent nos émotions, notre façon d'être, notre intuition n'a pas suffisamment sa place. Ouais, complètement. Une manager qui fonctionnerait sur un mode plutôt doux, je ne suis pas sûre qu'elle serait perçue de la bonne façon de la part de ses collègues masculins. Mais j'ai peut-être encore moi des croyances aussi à débunker, j'en sais rien. Et je pense que cette question féminin-masculin, effectivement, moi, je suis convaincue qu'on a tous en nous une part d'énergie Mm, féminine, une part d'énergie masculine, et c'est ce qui fait ce qu'on est. Et il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre. C'est quand elles fonctionnent toutes les deux dans un certain équilibre que justement on a un équilibre et qu'on se sent bien. Et je pense que à la fois cette surinvestissement de l'énergie masculine, elle nous fait souffrir nous les femmes, mais elle fait aussi mm, souffrir les hommes. sans doute. Mm, Je pense que voilà, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient assumer davantage leur part un peu plus féminine, j'ai envie de dire, celle qui est plus dans l'introspection, dans la lenteur, dans l'écoute des émotions, l'expression des émotions aussi, mais qu'en fait, c'est tellement mal vu mm, que eux, comme nous, bah, on est tout le temps obligé ouais, d'essayer de s'enfermer dans un truc et de surtout pas montrer. Et je crois que ça nous fait tous du mal, mais j'ai quand même l'absolue conviction qu'on est en train de changer les choses, que les choses, elles avancent dans le bon sens, même si ce qu'on voit partout autour de nous peut être effrayant. mm, Si on regarde les actualités et tout, mais quand on regarde euh, voilà, dans nos entourages respectifs, on voit par-ci, par-là popper des évolutions de personnes qu'on n'aurait pas forcément envisagées et vers une communication beaucoup plus transparente sur ses ressentis, ses émotions. Et ouais, je pense que ça va dans le bon sens. Donc moi, ça me rend malgré tout très optimiste. ouais, ouais. Sortir en fait du paraître pour Ouais, être davantage, effectivement. ouais, Mm, complètement. ouais. Si aujourd'hui tu avais envie de passer un message à nos auditrices, qu'est-ce que tu aimerais leur dire concernant le burn-out? Ah, très bonne question. J'aurais tellement de choses à leur dire. Mm, Déjà, la première chose, je pense, c'est prenez votre temps. Il n'y a aucune urgence. C'est pas une course. Prenez votre temps parce que plus vous allez accepter de le prendre, mieux ce sera. Quand on prend vraiment ce temps, on se reconstruit et on évite de replonger aussi dans le burn-out. Ça peut être un très beau nouveau départ, un burn-out, mais vraiment, vraiment le temps. J'en vois beaucoup et c'est normal parce que quand on fait un burn-out, ben, c'est justement parce qu'on a un système, on est tout le temps dans l'action, on veut toujours aller vers l'avant. Mais justement, le burn-out, c'est pas chercher à guérir à tout prix. C'est chercher à juste ressentir et à juste être là maintenant, même si c'est très inconfortable, même si c'est très douloureux. Et c'est uniquement en passant par cette phase-là que ensuite on va pouvoir recommencer à faire des projets, on va ensuite recommencer à se mettre dans l'action. Et je crois que ça, c'est hyper important. C'est vraiment la première chose que j'aurais à cœur de dire. Et puis la deuxième, c'est ben, on s'en sort. On s'en sort vraiment. Et j'étais quelqu'un, je me détestais avant. J'avais vraiment pas d'amour vis-à-vis de moi-même. Je voulais toujours être plus, toujours être mieux parce que je me trouvais totalement insuffisante. Et aujourd'hui, bah en fait, je m'apprécie. J'apprécie ma compagnie, j'apprécie ce que je suis devenue. J'apprécie pas tout. Tout n'est pas facile tout le temps, mais j'ai beaucoup plus d'amour et de compassion vis-à-vis de moi-même. Et donc, vis-à-vis des autres aussi. mm, Et du coup, ça, c'est... Voilà, je pense que l'après du burn-out peut être vraiment chouette, donc accrochez-vous. Et en même temps, laissez-vous glisser quelque temps. mm. Mais la remontée, ensuite, sera pas toute droite, mais c'est pour du mieux, moi, j'en suis convaincue. Ouais. Je te rejoins à 100% et je te rejoins aussi hein, sur le parcours de reconstruction. Il n'est absolument pas linéaire Mm. et ça fait partie du processus d'apprentissage aussi. Hein. Mm. Totalement. On ne sait jamais quand est le dernier creux de la vague, Mm. mais il arrive, et c'est ce que je dis tout le temps, ce qui est un petit peu Mm. pervers dans le burn-out, c'est que souvent on est capable de se rappeler exactement le moment où on s'est effondré de ce qui s'est passé, mais c'est beaucoup plus difficile d'identifier le moment où ça y est, on a sorti la tête de l'eau et où ça y est, on se sent guéri. Moi, je Mm. suis incapable de le dire parce qu'il y a eu des moments où je croyais que c'était bon et en fait, je me suis recassé la figure derrière
Et en fait, ça fait partie de la convalescence. Mm. Donc voilà, c'est le jeu, mais je trouve que de le savoir, ça aide aussi. Parce que Mm. comme ça, on s'attend pas à tout d'un coup se lever un matin et à péter le feu et à ce que ce soit, ça y est, ce soit reparti comme avant, quoi. Et ça repartira jamais comme avant, ça faut le savoir aussi. Ouais, Ça sera différent. ce sera différent, Mm. mais différent veut pas dire moins bien. On est d'accord. Et oui, je serai plus jamais comme avant. Disons que si ça peut rassurer les gens, je suis comme j'étais avant sur un point de vue des facultés cognitives, de mes capacités de réflexion, de planification, etc. J'ai retrouvé l'entièreté de mes facultés cognitives, mais je suis différente par rapport à avant. Mm. Voilà, Ouais. c'est ça, ça peut rassurer un peu. Ouais, tout à fait d'accord. Moi aussi, je pense que en termes de mémoire, de concentration, tout est là. Alors bon, je suis dans la période de périménopause, ménopause, c'est une autre histoire. C'est, oui, voilà. Un autre chamboulement d'ailleurs, pour la petite anecdote, non, il y a 2 ans, je suis allée consulter un médecin fonctionnel parce que j'étais crevée, crevée, crevée. Et j'avais des symptômes qui ressemblaient un peu au burn-out, hein. Mais Mm, j'ai connu le burn-out, donc je savais que c'était pas ça. Je me dis, c'est autre chose. Et en discutant avec mon médecin fonctionnel, on a fait toute la batterie de tests. Il m'a d'ailleurs fait passer le MBI, mm. Maslar Burnout Inventory, où j'ai doucement rigolé en disant, mais quand même, je m'occupe de 4 burn-out tous les jours. Si j'en faisais un, je refaisais un, je devrais le savoir. Bref, et c'était pas ça, c'est effectivement les hormones sexuelles qui Oui. s'invitaient dans la partie. Mais même si au niveau biologique, comment dire, au niveau de la prise de sang, il n'y avait rien d'alarmant, au niveau de mon corps, il y avait quand même des variations, des effets, des choses que je sentais. Donc, je Oui, glisse ça, ça au c'est... passage. Non, mais tu fais bien de faire cette remarque-là parce que on l'oublie beaucoup trop, nous les femmes aussi, c'est que on a un cycle Mhm. menstruel qui peut avoir un impact énorme et bien souvent, on nous dit que nos symptômes sont normaux, que c'est parce qu'on est une femme et que voilà, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à des dérèglements de notre système hormonal. Moi, j'ai découvert là justement après mon burn-out que je suis atteinte d'endométriose. Je l'ai toujours été, je ne le savais pas. Et ça a un impact considérable aussi sur les variations de l'humeur et de Mhm. l'énergie. Il y a aussi tout ce qui est syndrome des ovaires polykystiques, etc. Donc voilà, ne négligeons pas non plus le rôle de nos hormones sexuelles et de tout ce qui se passe à ce niveau-là. C'est pas avoir un cycle menstruel, c'est pas juste avoir ses règles. Mhm. C'est vraiment un ensemble de mécanismes physiologiques tout au long du mois. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à le prendre en considération. Et c'est d'ailleurs un combat que je veux mener maintenant aussi, de travailler avec le cycle menstruel. Parce qu'en fait, je suis sûre que c'est un pouvoir de fou qu'on a. Et comme c'est nous seules les femmes qui avons ce cycle menstruel-là, bah, bien sûr, fallait bien qu'on en fasse une maladie, d'avoir les règles et d'être une femme. Mais en fait, je suis sûre que c'est un pouvoir de fou. Il faut juste, encore une fois, et comme tout le reste, apprendre à comprendre le fonctionnement et son propre fonctionnement et d'adapter la vie en fonction de ça. On est Voilà. d'accord. Si je vais encore glisser 2 mots, hein, sur le cycle menstruel, qui est un autre de mes dadas, c'est vrai Hmm. que nos hormones sexuelles, alors qu'on est en période de fertilité, hein, il y a des œstrogènes, ce sont des hormones plutôt yang, des hormones dynamisantes. Donc effectivement, si on arrive à tenir compte un peu plus de nos hormones dans la manière dont on gère notre vie, ben, en première phase de cycle, avant l'ovulation, ça va être la période où on va avoir plus d'énergie, plus de créativité, c'est peut-être là où on va faire plus d'activité physique intense, etc. Et puis deuxième phase du cycle, après l'ovulation, on est en énergie plutôt yin, une énergie plus douce, une énergie un peu plus de repli sur soi. Donc c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, c'est peut-être difficile à intégrer. En tout cas, aujourd'hui, il y aura peut-être des choses à mettre en place au niveau individuel, hein, de tenir compte peut-être de ça aussi par rapport à des projets ou des présentations à faire en public. C'est peut-être pas vers les règles qu'il faut le faire, où on est peut-être parfois un peu plus sensible ou parfois un peu plus euh, drivé un peu par des émotions qui sont liées à notre cycle, hein. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, je suis persuadée qu'on peut vraiment faire des super choses en tenant compte effectivement des variations de notre cycle menstruel. Totalement. Ouais. Et après, la période de périménopause, ménopause, c'est encore un autre sujet. C'est vrai que hier, j'étais en train enfin, quelqu'un m'a partagé sur Instagram le fait que dans chez certains animaux, notamment chez les cétacés, la baleine, on va dire plus âgée, ménopausée, ça va être la sage, hein. C'est elle qui lead le mouvement, qui guide, qui enseigne,
qui protège. Et je trouvais ça très joli en termes d'image, parce qu'en France, ou en tout cas dans les pays occidentaux, la ménopause, c'est vu comme un truc, allez hop, t'es bonne à jeter, t'es vieille. Oui, On voit pas du tout sous cet aspect-là, ouais. parce que la femme est beaucoup trop vue encore comme un objet C'est ça. de désir et sexualisé. Donc, comme on est juste rapporté à cette chose-là, c'est vrai que nous donner le titre de sage ou d'enseignante, je pense que ouais, c'est encore compliqué, mais là encore, on avance dans le bon sens. Ouais. Euh, voilà, j'ai envie d'y croire en tout cas. Ouais, moi aussi. Ben, construisons un monde meilleur. Voilà. C'est tout à fait le projet. En tout cas, merci beaucoup, Mélissa, pour notre échange. C'était vraiment chouette. Je laisserai les coordonnées pour les personnes qui souhaitent te contacter et rejoindre le Safe Club sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci, Mélissa. Merci beaucoup.